Sport Performance. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 17e podcast. Dans le fond, aujourd'hui, on va continuer notre série sur le squat. Ça fait déjà, c'est notre 3e épisode qu'on consacre entièrement à ce mouvement-là. Donc, le premier épisode qui était consacré au squat, c'était le podcast numéro 15, on s'adressait vraiment à l'approche de la barre et à la phase excentrique. Même pas. Non, vraiment juste approcher la barre, les points techniques pour se placer. Là. C'est carrément juste se placer parce que ça a l'air con, mais il y a vraiment plus de choses qu'on le pense là, à ce niveau-là. Donc, c'était vraiment, on a arrêté quand on a décroché la barre du rack. Le podcast tout de suite après, le 16e, on s'est intéressé à la phase excentrique et la phase concentrique, donc la descente et la montée de la barre. Puis finalement, aujourd'hui, on est content d'être encore avec vous pour ce 17e podcast qui va se concentrer vraiment au sticking point. Donc, on va définir... pas juste, sticking point, mais aussi weak point, c'est-à-dire vos faiblesses. Fait que pas nécessairement... Parce que dans le fond, on va commencer par définir c'est quoi un sticking point, là. Ouais. T'avais-tu d'autres choses à rajouter avant qu'on embarque dans le sujet? Ça sera dans la conclusion. Oui, brièvement. Dans le fond, le podcast, il grossit de semaine en semaine. Donc, merci de nous encourager, d'en parler à vos proches si vous croyez que l'information qu'on vous donne est pertinente. Pour vrai, sur YouTube, ça grossit plus ou moins. Ça reste pas mal stagne, mais sur les plateformes pour télécharger les podcasts, ça grossit vraiment quand même. C'est impressionnant. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a t'as pas l'air de te vanter pantoute. Non, mais c'est pour vrai, c'est quelque chose que je suis quand même vraiment content. C'est exponentiel, c'est ça que je cherchais. Non, c'est pas exponentiel. Mais, je me souviens plus. Oui, on a de plus en plus d'auditeurs de la France. Donc ça, je trouve ça me stresse encore à chaque fois le fait de savoir qu'il y a du monde un peu partout qui peuvent nous écouter. Mais vous êtes les bienvenus. Encore même chose pour vous. Si vous trouvez le podcast intéressant, partagez-le à vos amis. Mettez-le dans votre story Instagram. Taguez-nous parce que si vous faites juste le mettre, on pourra pas le voir. Donc screenshot votre cellulaire quand vous écoutez le podcast. Puis partagez dans votre story Instagram ou Facebook ou peu importe. Puis taguez-nous, on va pouvoir vous remercier, c'est toujours apprécié. Donc aujourd'hui, hello, 17e podcast, le sticking point. Ouais. Qu'est-ce qu'un sticking point? Parce que c'est ça, dans le fond, on va aborder deux choses, le sticking point, mais aussi des faiblesses au niveau du squat qui peuvent faire en sorte de contribuer à votre sticking point. Dans le fond, on va commencer par définir c'est quoi. C'est vraiment pas compliqué. Le sticking point, c'est le point dans votre mouvement où la barre va commencer à ralentir. Ou, mettons, si votre levée la charge est rendue vraiment importante, c'est une charge qui est lourde, ou peu importe, c'est proche de votre 1RM ou de votre 3RM, peu importe, mais c'est proche d'une charge maximale, là, si on veut. Ça va être le point où vous allez avoir tendance à manquer le mouvement. C'est vraiment là qu'on va voir que la barre va ralentir. Donc, souvent, mettons, on va commencer à monter au squat, la barre va ralentir, ça va être le sticking point, puis après ça, la barre va réaccélérer, si on veut, jusqu'à la fin. Fait que c'est vraiment une portion dans le mouvement où la barre ralentit. Puis des fois, la vitesse peut se rapprocher de 0, dépendamment de à quel point votre charge est importante pour vous. Le sticking point aussi, ça se passe tout le temps dans la phase concentrique, donc dans la montée du mouvement, parce que quand on descend la barre, cette phase-là, veut pas, normalement on est environ 15% plus fort, donc c'est rare qu'on manque un levé ça peut contribuer, peut-être qu'on perd un petit peu l'équilibre, on perd de la tension, mais c'est rare on manque notre levée à cause de la phase excentrique, donc à cause de la descente. C'est vraiment, ça se complique vraiment pour je vous dirais, tout le monde, lorsqu'il y a le temps de monter la barre, donc quand si mettons, tu manques dans ta descente, c'est vraiment parce que t'as mis trop lourd, là. T'sais, ça s'est déjà vu du monde qui carrément se pétait la gueule en descendant leur squat, mais tu sais, je veux dire, la charge était juste trop lourde, là. Il y en a qui ont de la misère à la déraquer pis ils se bêchent, là, tu te rappelles, mais en tout cas. Ouais. Fait que ça peut être soit à cause que la charge est trop lourde ou une erreur technique, t'as perdu l'équilibre pendant cette phase-là. Mais si ça vous arrive, sachez que c'est pas parce que vous manquez ça peut arriver parce que vous manquez de force, mais souvent ça devrait pas arriver, donc on va pas vraiment parler de ça aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, maintenant qu'on sait c'est quoi un sticking point, donc c'est la portion du mouvement où que la barre ralentit le plus, c'est propre à chaque individu. On va parler à la fin du podcast, c'est où que normalement ça devrait arriver au squat parce que biomécaniquement parlant, il y a une portion du mouvement qui est plus difficile. Puis ça c'est propre aussi au bench, puis c'est propre aussi au deadlift. Donc il y a une portion que
théoriquement, ça serait cette partie du squat-là qui devrait être la même pour tout le monde, mais c'est pas le cas parce que certaines personnes ont des différentes forces musculaires, des faiblesses musculaires, différentes techniques de squat, ce qui fait en sorte que le sticking point peut être un petit peu n'importe où au squat. Donc, on a Parce que, veux pas, il en faut un. Forcément, faut que ta barre ralentisse à un certain moment, parce que sinon, si elle ralentit pas, puis que tu fais du powerlifting, c'est sûrement que t'as mis trop léger. Ou t'es capable de lever infini de poids. Ouais, genre. Mais tu sais, c'est sûr que c'est normal que la barre ralentisse à un certain moment. Puis on va le voir, tu sais, il y a certains, tu sais, mettons, on va en parler, là, c'est pas juste des sticking points, c'est aussi des erreurs techniques. On a répertorié une erreur technique qui contribue souvent à un sticking point. Même deux, je dirais, là, en tout cas, on va en reparler plus tard, là. Mais tu sais, ça, c'est vraiment plus des erreurs techniques, ça fait en sorte que ça désavantage, si on veut, ton lever. Fait que c'est pas tant des sticking points, c'est plus des erreurs techniques qui vont t'amener à un sticking point. Mais bref, on va vraiment les aborder un à un. Là, avant d'aborder un à un, on va juste les nommer. Donc, on en a répertorié 4. Donc, la première, c'est quelqu'un qui va descendre la barre, puis on l'appelle le sticking point en bas du mouvement. Dans le trou. Dans le trou. Descend la barre, puis là, il y aura juste plus rien qui va se passer. La personne écrase un petit peu dans le bas du mouvement. C'est soit qu'elle l'écrase ou, tu sais, qu'elle à peine à recommencer à monter, mais tu sais, c'est vraiment... Tu sais, aussitôt qu'elle atteint la profondeur legit ou peu importe, là, il y a comme on voit que le lever est raté. Exact. Le deuxième qu'on va aborder, c'est souvent on l'appelle le good morning squat ou le stripper squat en anglais. Ben, les deux c'est en anglais en vrai, mais il y a deux noms qui est souvent utilisé. Ça, le good morning squat, c'est quand on descend la barre, puis quand on remonte la barre, les fesses montent excessivement rapidement, sans nécessairement que la barre monte. Donc, pour ceux qui connaissent le mouvement du good morning, votre squat va vraiment ressembler à un good morning, puis vraiment les fesses ne montent pas à la même vitesse que les épaules. Pour ceux qui sont plus habitués avec les termes, c'est qu'il va y avoir une importante extension au niveau du genou, mais la hanche va rester en flexion. C'est ça. Puis on va rentrer en détail. Le troisième point, c'est le genou valgus. Donc, en termes moins scientifiques, là, c'est quand ça, c'est pas un sticking point. C'est un des erreurs techniques qu'on a répertoriées, qu'on trouvait quand même assez important. C'est moi, personnellement, le good morning squat, je le rentre un peu dans les erreurs techniques aussi, là. Aussi, ça peut être. Mais le knee valgus, donc, c'est souvent quand la personne va arriver pour monter, puis là, les genoux vont rentrer vers l'intérieur. Quasiment, certaines personnes, leurs genoux peuvent quasiment se toucher. Puis c'est ça, on va parler de c'est quoi cette erreur-là, parce que souvent, ça peut être en lien avec, ça peut causer des blessures à long terme, puis veut pas, ça diminue votre potentiel de force. On voit souvent ça malheureusement, plus souvent chez les loveuses féminines. Puis finalement, on va parler du vrai sticking point. On va vous garder la surprise, c'est où le vrai sticking point. Ou que biomécaniquement, la plupart des gens se retrouvent, leur sticking point se retrouve, là. Exact. C'est pas comme je sais pas, c'est drôle à dire, le vrai sticking point. C'est comme si c'est comme le plus normal, mais tu sais, il y a comme, c'est quoi la normalité quand tu fais du squat pis tout ça, là. C'est ça. Je veux dire, il y a rien de normal. Fait qu'on va expliquer. Ça s'applique à tout le monde, là, mais peu importe. On va expliquer c'est où puis c'est quoi. Puis pour chaque erreur technique ou chaque sticking point, on va vous donner, si jamais vous vous reconnaissez puis vous voulez vous améliorer, on va vous donner des variantes ou des corrections musculaires que vous pouvez appliquer à votre entraînement. Des exercices. Que vous pouvez faire pour justement aider avec ce problème spécifique-là. Donc, on commence. Yes, sir. Premier sticking point, comme on a mentionné tantôt, dans le trou ou en bas. Fait que c'est quand la personne... Dans le fond, en anglais, c'est comme in the hole. In the hole. Donc, c'est quand la personne descend au squat, puis là, finalement, quand elle arrive pour essayer de remonter, ben, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est sûr qu'il y a un petit mouvement où elle fait juste comme carrément écraser. Donc, ça, pour toi, Elodie, qu'est-ce que tu penses que c'est en lien? C'est quoi la cause? Ben, moi, tu sais, vite comme ça, c'est sûr qu'il y a tout le temps deux principales causes qui me viennent en tête. Soit que, ta charge est tout simplement trop lourde, on s'entend-tu? Tu sais, on l'a dit tantôt, on est plus fort dans la phase excentrique, fait que c'est normal que tu sois capable de descendre avec une certaine charge, mais ça se peut très bien que si elle est trop pesante,
pour ce que t'es capable de faire à ce moment précis-là, ben tu sois juste pas capable de remonter, tu sais. Tu vas être capable de la descendre, mais tu seras pas capable de la remonter. Ça se peut très bien, fait que forcément, tu vas juste écraser en bas. Mais deuxième chose, ça va être juste une perte de tension. Souvent, on va voir, tu sais, des fois, souvent aussi, les gens qui sont pas trop habitués à lever pesant ou peu importe, tu sais, c'est quand même assez demandant, exigeant au niveau des muscles, puis surtout au niveau du corps, là, on en parle souvent, là, des abdos, du dos, puis tout ça, là. On en parle super souvent, puis c'est important, tu sais, je pense qu'on a passé au moins 10 minutes à parler de tout ça dans le 15e podcast, là, quand on parlait de se placer, puis de faire la respiration, puis tout ça, parce que ça a tellement une grande importance, fait que, tu sais, c'est sûr que si tu descends, puis que t'écrases en bas, souvent, ce qui va arriver, c'est que tu perds l'attention au niveau de ton corps, fait que tout ce qui stabilise ta colonne, puis tu veux pas, quand ça stabilise, il y a une meilleure production de force, fait que t'as moins de perte d'énergie. Mais si tu perds cette contraction-là, c'est sûr qu'il y a plus de chances que t'arrives en bas pis que t'écrases carrément. Surtout si t'apprends pas à contrôler ta descente. Fait que si tu descends super vite, il y a doublement de chances que tu perdes la tension si t'es pas habitué à contracter tes abdos pis tout ton corps, en fait. C'est ça. Donc c'est ça, ça peut être une perte de tension au niveau du corps. Puis Elodie, tu l'as bien mentionné, je pense que souvent une descente qui est pas contrôlée va souvent résulter à souvent manquer directement en bas du mouvement. Tu sais, on se le fait souvent demander à quelle vitesse je dois descendre, puis ça c'est pas juste au squat, c'est aussi au bench. Tu sais, ma force excentrique, faut-tu que je la fasse rapide, faut-tu que je la fasse lente? Tu sais, tout le temps, ce qu'on répète, c'est vraiment la chose qu'on dit le plus souvent à ce niveau-là, c'est que tu dois descendre aussi vite que tu es capable, tout en maintenant la tension. Ça veut dire que ça sert à rien d'aller plus vite si tu perds ta tension, ta contraction au niveau de ton corps, mais aussi, tu sais, au niveau même de tes fessiers. Je veux dire, tout doit être solide, tout doit être super tight. Aussitôt que tu prends ton inspiration puis que tu contractes tes muscles, il faut que tout reste tight tout au long du mouvement. Si le fait d'accélérer ta descente te fait perdre cette contraction-là, c'est sûr que ça va devenir problématique, puis ça peut contribuer à manquer son squat dans le trou. Tu sais, des fois, on en voit, il y en a qui descendent super vite puis qui vont vraiment descendre trop bas pour rien. Ouais. Puis ça, c'est une autre chose qui peut contribuer. Tu sais, si tu descends vraiment vite, puis en plus, tu vas trop bas, parce que, veux pas, quand t'as des charges légères, ça donne une espèce d'impression de rebond, aller plus bas, parce que c'est comme tes cuisses vont aller toucher à tes mollets, fait que ça va donner comme une espèce de bounce aussi, si veux pas. Ça peut avoir l'air bénéfique quand t'as des charges légères, mais aussitôt que tu te ramasses avec des charges lourdes, ce bounce-là, si tu le fais pas de la bonne façon, tu risques vraiment de perdre l'attention puis de juste manquer ton lever. Pour ceux qui écoutent sur YouTube, je pense que à ma première compétition que j'ai faite à vie en powerlifting, mon squat, je me souviens, je l'ai manqué justement dans le trou comme ça. Puis j'étais allé là, mes fesses touchaient au plancher. Ouais. J'étais allé vraiment bas, puis je suis plus certain, je pense que ma phase excentrique justement, c'était comme boum vers le sol, vraiment bas. Puis justement... Parce que ça donne l'effet que tu vas aller chercher un rebond. Exact. Pas, on fait juste s'imaginer, tu descends vite puis tu vas rebondir en bas. Ça donne l'effet de rebond, mais à un moment donné, quand t'es tellement lourd, cet effet-là de rebond, si cet effet-là de rebond te fait perdre ta contraction de ton corps, là, c'est là que ça peut devenir, pas, j'allais dire dangereux, mais genre dangereux de manquer ton lever, là, ça c'est sûr et certain. Parce que pour ceux qui compétitionnent en powerlifting, t'as une certaine profondeur de squat que tu dois atteindre. On l'a mentionné, je pense, dans le dernier podcast. Ouais. Aller plus bas que ça, c'est pas nécessairement avantageux, veux pas, d'aller plus bas. Donc, tu veux vraiment tout le temps t'assurer que 100% de tes squats vont être légales en compétition, mais que tu vas pas nécessairement plus bas, parce que justement, aller plus bas, ça va demander plus d'énergie. Mm-hmm. Où est-ce que je m'en allais avec ça? J'ai absolument aucune idée, mais... Je sais pas. Je sais pas où est-ce que je m'en vais. Peut-être que t'allais dire, je sais pas, mais tu sais, il y a moyen, c'est difficile à expliquer ça, mais tu sais, il y a moyen d'aller chercher quand même un rebond, même si tu vas pas ass to grass. Tu sais, je veux dire, je trouve ça vraiment difficile à expliquer comme ça en podcast, mais tu sais, par exemple, si moi, je me place au squat, je fais tout mon setup, je prends mon inspiration, je contracte tout, puis j'ai tellement pratiqué mon squat, puis j'ai tellement pratiqué aller tout le temps à la même profondeur que je suis capable de faire, tu sais, là, je fais un claquement de doigts, mais aussitôt que j'arrive à bonne profondeur, je suis capable d'aller chercher de la tightness, fait comment tu pourrais dire ça, de la solidité, puis un espèce d'effet rebond, même si je vais pas ass to grass, là. Puis ça va venir justement parce que là, on avait dit qu'on parlerait aussi de technique pour améliorer ça. Le fait d'être tout le temps capable d'aller à la même profondeur, ça va être super bénéfique. Fait que tu fasses ton low bar squat, que tu fasses ton high bar squat, ton front squat. Moi, personnellement, ce que je recommande, surtout quand t'es comme,
tu veux t'expérimenter en compétition, c'est d'essayer de tout le temps aller à la même profondeur, peu importe le squat. Pas juste ton low bar, ton squat de compétition, aussi tes accessoires, parce qu'à un moment donné, ça devient un espèce de patron moteur que tu pratiques. Puis tu viens à un moment donné capable d'aller chercher ton rebond à cette hauteur-là. Ouais. Donc, une variation qu'on aime vraiment, si c'est un de vos problèmes, que vous descendez, que vous écrasez dans le trou, essayez d'intégrer du pause squat. Donc, vous descendez la barre en contrôle, rendu dans le trou, vous prenez une pause 1-2 secondes. Vous pouvez peut-être y aller même plus longtemps, mais plus que vous prenez une pause longtemps, moins ça devient spécifique à votre sport. Donc, le transfert se fait de moins en moins bien, mais vous pouvez aller plus longtemps que ça. Généralement, j'aime ça juste que ma barre tombe immobile. Tu sais, il faut immobiliser la barre. Immobiliser la barre. On reste tight, je sais pas le mot en français exactement, mais tu sais... Solide. On reste solide tout au long, prend la pause, puis quand on a terminé notre pause, on explose directement vers le haut. Souvent, une erreur que le monde va faire au pause squat, c'est que ils vont faire leur pause, quand ils vont arriver pour monter, ils vont redescendre un petit peu pour se donner un petit swing, un petit rebond, puis ils vont exploser après. Non, quand tu fais ta pause, tu prends une pause, puis après ça, tu as juste une direction que tu vas, puis c'est vers le haut. Parce que sinon, tu transformes un peu l'exercice style myotatique ou whatever. T'sais, si tu veux faire du pause squat, faut que tu fasses une pause. Tu vas pas chercher le petit rebond. Tu t'immobilises, tu fais ta pause, puis tu repars direct sans aller rechercher un petit... Parce que le but du pause squat, c'est de aller à bonne hauteur. Ouais. Puis à partir de cette hauteur-là, juste aller vers le haut. Exact. Donc ça, c'est un des exercices qu'on aime pour corriger cette erreur technique-là ou ce sticking point-là. Un deuxième point qu'on aime, c'est le pin squat. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi le pin squat, c'est qu'on va prendre la barre. Souvent, ça va se faire dans une cage à squat. On va prendre la barre. Idéalement. Non, mais des fois, j'essaie... Peut-être que tu peux mettre ça sur des blocs aussi, mais en tout cas. Ouais, ok, ouais. Idéalement, dans une cage à squat, tu prends ta barre, tu fais ta descente encore, puis tu vas placer les pins de la cage à squat à la hauteur que la barre pour que tu aies où est-ce que tu veux prendre ta pause. Dans le fond, ce serait un low pin squat. C'est-à-dire, des fois, on va voir du pin squat qui sont en haut du parallèle. Mais là, pour ce sticking point-là, la pin, donc les safety bars, ou appelez-le comme vous voulez, va vraiment être à la bonne profondeur, juste pour vraiment pratiquer le mouvement propre au sticking point. Là. Donc, même chose, on descend, rendu quand la barre va à côté sur les safety bars ou les pins, on prend une pause d'une seconde, puis on reste solide. C'est-à-dire que là, tu sais, l'erreur, puis ce qui est tentant aussi de faire quand tu fais du pin squat, c'est de t'écraser ces pins. Tu sais, faut pas faire ça. Tu sais, les pins sont pas là pour te donner un break, ils sont là juste pour t'arrêter. Mais tu dois garder quand même de la tension au niveau de tous tes muscles, encore au niveau de ton corps, puis tout ça. C'est-à-dire, tu veux pas aller carrément t'écraser sur les pins, tu veux juste comme aller t'arrêter, faire une pause, t'immobiliser, mais garder la contraction au niveau musculaire au même titre que si t'avais pas de pin, tu sais. Fait que si t'avais pas de pin puis que tu t'écrases, ben tu vas juste t'écraser en bas, tu sais, c'est pas ça que tu veux. Non, parce que on a parlé tantôt justement qu'une erreur de ceux qui ratent leur mouvement dans le trou, c'est une perte de tension. Donc si on fait du pin squat, même chose aussi avec le pause squat. Mm-hmm. Si on perd notre tension en bas, ça sert à rien. On perd notre temps. Exactement. Donc, on garde notre tension. Donc, ça, c'est nos deux préférés. Peut-être t'en avais-tu un autre? Ouais, ben moi, je dirais juste du tempo squat. Fait que juste de ralentir l'excentrique, surtout si vous êtes habitué d'aller vite, là, comme on disait, ben, c'est quelqu'un qui est habitué d'aller vite puis qui perd de la tension dans le trou, ben, c'est sûr que moi, je vais avoir tendance à y prescrire du tempo squat ou, tu sais, dans le fond, de juste tempo squat, ça veut dire que tu vas ralentir la phase excentrique. Fait que tu peux mettre, mettons, au lieu de descendre, mettons, si tu descends normalement en 2 secondes, mais tu peux mettre aller du 4, du 5 secondes en excentrique. Juste pour vraiment, tu sais, apprendre à garder la tension. Tu sais, ça veut pas dire que tu dois descendre à cette vitesse-là à toutes tes squats. C'est vraiment juste pour apprendre à maintenir la tension puis à contrôler ton mouvement, contrôler ta profondeur. C'est vraiment juste ça le but là, avec ça. Non. Il y a certains entraîneurs des fois qui vont faire du tempo squat, donc ils vont faire leur descente en allant peut-être jusqu'à 10 secondes de descente. Mais encore une fois, plus vous vous éloignez de votre spécificité, de votre mouvement traditionnel de compétition, moins qu'il risque d'avoir de transfert. Mais c'est sûr que si vous faites votre tempo squat en 3 secondes au lieu de 2 secondes d'habitude, ben ça fait
pas non plus un super de gros changement pour votre patron moteur. Mais ça dépend tout le temps de l'objectif aussi. Tu sais, ça. si quelqu'un fait un tempo squat en 10 secondes, des fois, c'est vraiment juste dans une optique d'hypertrophie, donc pour augmenter le temps sous tension. Des fois, ça va être pour augmenter la force excentrique. Mais tu sais, dans notre cas, c'est vraiment pour apprendre à contrôler la descente. Fait que, tu sais, mettons... Généralement, 3 à 6 secondes, là, ça devrait être pas si peu. Donc, je pense que ça fait le tour sur le squat qui est raté dans le trou. On a dit souvent manque de tension, perte de tension, descendre trop bas, trop rapide. Pour corriger, pause squat, pin squat, vous pouvez le marquer sur YouTube, là, c'est sûr qu'il y en a, fait que pin, P-I-N, puis squat. Puis aussi le low pin squat, puis aussi le tempo squat. Donc ça, c'est nos trois méthodes favorites pour essayer de corriger cette erreur-là. Ouais. Deuxième sticking point ou erreur technique, c'est le good morning ou le stripper squat. Donc ça, comme j'ai dit tantôt dans l'intro, le good stripper, c'est comme un stripper, genre, je pense, est-ce que c'est genre comme une stripteaseuse. Une stripteaseuse, c'est comme si, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, visuellement, un coup, vous avez vu c'était quoi le Good Morning Squat, vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle le Stripper Squat. Ouais. Fait comme j'ai dit tantôt dans l'intro, le Stripper Squat, Good Morning Squat, c'est vraiment quand on descend la barre, on arrive pour remonter la barre, puis là, soudainement, les fesses vont monter super rapidement. Fait qu'il va y avoir une extension au niveau du genou. Extension au niveau du genou, mais la flexion au niveau de la hanche va rester. Fait que la barre bougera pas vraiment. La barre bougera pas vraiment, puis on va se ramasser dans une certaine position désavantagée, qui va faire en sorte que le dos va devoir compenser pour terminer en quelque sorte le mouvement. Puis tu sais, des fois, c'est pas aussi intense que ça, là. Ça veut dire que tu vas pas nécessairement juste carrément faire une extension de tes genoux puis tes fesses vont monter, mais ta barre bougera pas. Des fois, ça va se faire comme un peu comme saccadé dans le sens que on va juste... Mettons, tu regardes le mouvement de la personne de côté, aussitôt qu'elle commence à relever, on va voir que ses fesses vont vraiment pop vers le haut, mais tu sais, ça sera pas tout le temps nécessairement excessif. Mais tu sais, si tu regardes le squat de côté, on va comme voir les fesses pop en premier, puis après ça, le chest se relever. La personne va pas nécessairement manquer son squat, tu sais, ça va pas tout le temps être super intense comme on l'a décrit au début, mais tu sais... Parce que quand on remonte la barre, ça devrait se passer probablement dans la même séquence que quand on la descend. Ouais, c'est ça. Donc si cette trajectoire-là, puis que les hanches puis les genoux sont pas synchronisés comme dans la descente, c'est souvent un signe qu'il y a quelque chose qui marche pas. Ou ça sera pas nécessairement super flagrant, dans le sens que tu vas pas carrément lever tes fesses vers le haut puis tomber par en avant avec ta barre, mettons, là. Ben, tu dans des cas extrêmes, oui. Dans des cas extrêmes, oui. Mais des fois, ça va être, tu vas être capable de réussir ton squat, puis même que des fois, il y en a que ça va être ça sera pas nécessairement quand ils vont faire du 100%, là, ça va être quand ils vont faire du 80%, par exemple, que leurs fesses vont faire ça. Fait que tu sais, déjà là, si ça t'arrive, en plus, quand tu fais du 80, 75%, 85%, 90, etc., ben là, c'est vraiment un signe que tu vas avoir travaillé ça parce que ça risque pas de s'aller en s'améliorant quand tu vas arriver sur la compétition ou n'importe quoi, là. C'est à cause de quoi que certaines personnes vont faire le good morning squat. Pour vrai, c'est vraiment controversé. Il y a plusieurs opinions. Donc vite, il y a certaines personnes qui vont dire que parce que t'es... Dans le fond, là, ça c'est vraiment drôle parce que dans le fond, parce que c'est difficile à imaginer, là, si jamais vous êtes capable de faire pause puis d'aller voir sur YouTube, je pense que Good Morning Squat, je sais pas si on peut le trouver, en tout cas, c'est vraiment, on en a-tu fait une image avec ça? Le Good Morning Squat? Ouais, on en a fait une. Oui. Fait qu'allez voir sur notre page Instagram. Allez voir sur notre page Instagram, on a fait le dessin, le visuel, là, des fois ça peut être comme plus facile à comprendre avec ça. Mais dans le fond, vraiment, là, imaginez qu'on regarde le squat de côté. Ce qui se produit, c'est que les fesses lèvent vers le haut, fait que les jambes, ils s'étendent, mais la barre, elle bouge pas. Fait que, à partir de cette explication-là, qu'est-ce qui se passe? Bon, premièrement, il y a vraiment deux clans, là, qui s'opposent à ce niveau-là, là. Il y a le clan qui vont dire que ça vient d'une faiblesse des quadriceps, donc des muscles qui sont en avant de la cuisse. Dans le fond, leur théorie, là, donc on va dire, parce que dans le fond, je suis pas pour un clan je suis pas vraiment pour un clan plus que l'autre, là, je pense que ça dépend vraiment du monde, là, mais je vais essayer d'être neutre, là, dans tout ça, là, de toute façon, je le suis. Fait que, c'est ça, le premier clan, ils vont dire que c'est une faiblesse des quadriceps, parce que, selon eux, ce qui se passe, c'est que les quads qui font l'action de d'étendre le genou, donc de faire l'extension du genou,
Aussitôt que... Ben, comme ils sont faibles, ils vont faire une extension en premier pour passer toute la charge au niveau de la chaîne postérieure. Parce que dans le fond, il faut se rappeler que ce qui se produit au niveau du Good Morning Squat, c'est que tes genoux vont faire une extension, mais ta barre, elle bougera pas. Ça veut dire que c'est comme si les quads vont faire leur rôle, vont jouer leur rôle, mais la barre aura pas bougé. Fait que ce qui arrive, c'est qu'après ça, pour faire bouger la barre, c'est carrément la chaîne postérieure qui doit finir le reste. Fait que dans le fond, les quads n'auront pas fait grand-chose parce que eux, quand ils ont fait leur action d'étendre le genou, ben la barre, elle aura pas bougé. Ils transfèrent comme le travail aux muscles de la chaîne postérieure. Donc, certaines personnes vont dire, ben c'est une faiblesse des quadriceps parce que quand tu te ramasses en Good Morning Squat, c'est vraiment le dos, les fessiers qui doivent finir le travail. Ouais, qui doivent tout faire le travail, en fait. Exact. Parce que théoriquement, quand tes genoux viennent s'étendre pis que tes fesses montent vers le haut, ben la barre bouge pas parce que ta hanche, elle reste en flexion. Fait que théoriquement, les quads, ils servent plus à grand chose quand tu commences à relever la barre pour de vrai. Puis aussi, il y a une autre explication. Il y a certaines études qui ont été faites. L'étude, brièvement, c'est que les personnes faisaient du leg extension. Donc, ils fatiguaient leur quadriceps. Puis après ça, ils soulevaient des poches de sable. Puis l'étude, c'est justement, ça analysait la technique utilisée pour lever les poches de sable. Ouais. Ils ont remarqué que quand les personnes faisaient des quadriceps puis fatiguaient leur quad... le leg extension. Le leg extension. Fait qu'à force de fatiguer leur quad... Quand ils levaient les poches de sable, ça ressemblait plus... Ils utilisaient plus leur chaîne postérieure. Leurs fesses étaient un petit peu plus levées. Donc, ça pouvait ressembler un peu plus à un Good Morning Squat, mais c'était pas un squat qui faisait, c'était lever des poches de sable. Donc c'était, tu sais, le lien il est là, mais il est plus ou moins là. Puis il y en a certaines personnes qui vont dire, ben regarde, cette étude-là, il est fatigué les quads, donc c'est une faiblesse des quads. Quand tu fais un Good Morning Squat, c'est parce que t'as des quads qui sont faibles. Je veux dire, c'est tiré par les cheveux. C'était pas un squat, veux pas. C'était un genre de deadlift. Puis c'est ça, puis c'était une poche de sable, tu sais, qui est un objet comme... qui se prend mal. qui se prend mal. Donc, ok. Ouais. L'autre explication qui dit c'est pas les quads, au contraire, c'est la chaîne postérieure. C'est comme carrément le contraire. Fait qu'on prend le même mouvement, fait qu'on cherche à savoir pourquoi il y a une extension au niveau du genou, pourquoi les fesses montent vers le haut, mais que la barre, elle bouge pas. Fait que le deuxième clan, eux, ce qu'ils vont dire, c'est plus comme que l'extension au niveau des genoux, c'est vraiment comme un réflexe que le corps a pour éviter de mourir en dessous de la charge. Fait que, tu sais, veux pas, c'est comme une espèce de réflexe de survie que le corps aurait. Fait que si tu descends ton squat, ta charge est lourde, ton corps sait que c'est lourd. Fait que, tu sais, il active certaines choses au niveau du système nerveux pis tout ça. Puis pour réagir face à ça, son réflexe, ça va être d'utiliser les muscles qui sont selon lui, le plus fort. Donc, dans ce cas-ci, ça serait les quads. Fait que eux, leur explication, c'est que c'est les quads qui sont le plus forts, parce qu'en réaction de survie, si on veut, c'est les premiers muscles qui vont être activés pour essayer de lever la charge. Donc, les études qui ont prouvé, s'ils n'ont pas prouvé grand-chose, c'est encore super controversé comme mouvement. Par exemple, ce qu'on sait, nous, dans la pratique, je veux dire, il n'y a pas de réponse exacte encore à ça. Peut-être qu'un jour, dans le futur, il va y avoir des études qui vont expliquer le Good Morning Squat. Ce qu'on pense, ce qui semble le plus valable, c'est que ça serait probablement un manque de synchronisation entre les quads puis les ischios, la chaîne postérieure. Donc, ce serait probablement l'explication la plus probable. Puis on sait aussi dans la vraie vie comment corriger ça, heureusement. On sait peut-être pas à 100% la cause, mais on sait comment corriger. Parce que juste tu sais faire un peu de je sais pas comment dire ça là, pas de physiologie on va dire là. Tu sais l'entraînement en force, une des répercussions que ça a sur le corps humain, c'est justement d'améliorer la coordination intra et intermusculaire. Donc la coordination entre les muscles puis entre les fibres au sein d'un muscle. Mais dans le fond, ça, c'est juste pour dire que, tu sais, quand tu prends de la force, c'est pas juste que ton muscle grossit. Il y a plein de mécanismes au niveau nerveux. Fait qu'une personne qui est pas habituée de lever pesant, rendue à des charges très lourdes, ça se peut qu'il y ait des manques de synchronisation, de coordination entre les différents groupes musculaires. Ça, c'est une théorie possible avec le Good Morning Squat. C'est ça. Puis c'est ça. Pour corriger justement ce Good Morning Squat-là, la façon la plus efficace qu'on trouve, ça serait de faire du squat 1 et 1 quart. Pendant un certain temps. Parce que pour améliorer le squat, veux pas,
faut que tu fasses du squat, tu sais. Mais faut aussi que tu comprennes ce que tu fais. Fait que si tu t'en rends même pas compte que tes fesses lèvent en premier, mais là, c'est sûr que là, c'est un petit peu problématique parce que là, si tu sens pas, tu sais, quand tu fais ton squat qu'il y a un problème, mais là, ça devient plus difficile à corriger. Fait qu'une bonne façon de faire ça va être d'intégrer du squat 1 et 1 quart, qu'on va expliquer c'est quoi juste après. Parce que ça va permettre, dans le fond, de vous aider à comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Le squat 1 et 1 quart, c'est vraiment pas compliqué. Tu vas descendre en squat complet, comme d'habitude. Tu vas remonter, mais pas, tu sais, au quart du mouvement, mettons, là. Fait que tu remontes vraiment pas au complet, même pas à moitié, tu remontes juste un petit peu, puis tu vas faire une pause à ce niveau-là. Tu vas redescendre ton squat, puis tu vas remonter complètement. Fait que c'est vraiment un 1 et 1 quart de mouvement. Par contre, l'important, c'est vraiment que dans toute l'entièreté du mouvement, tu te concentres sur la synchronisation entre l'extension à la hanche et l'extension au niveau du genou. Fait que tu sais, si tu fais ton squat 1 quart puis que tes fesses lèvent en premier, ben là, l'exercice sert à rien. Parce que souvent, on va voir l'erreur que le monde va descendre leur squat complet. Quand ils vont arriver pour remonter, ben leur 1 quart de remontée, ils vont juste lever les fesses, puis après ça, ils vont redescendre les fesses, puis ils vont remonter complètement. Si tu te concentres pas à lever les fesses en même temps que la barre puis tes épaules lèvent, cette variante de squat-là va pas servir à grand-chose. Donc, c'est vraiment ça. Le squat 1 quart, tu descends, tu remontes 1 quart, tu redescends, puis tu remontes complètement. Puis c'est de se concentrer aussi à faire le mouvement correctement. De se filmer des fois, puis de voir les différences là, entre les différentes répétitions. Sinon, une autre chose que moi, je trouvais efficace, personnellement, ça va être tout simplement le front squat ou le high bar squat. Donc, la base plus haute au niveau des trappes. À part si la personne fait déjà du high bar, là, c'est différent. On pourrait aller juste au front squat. Mais si quelqu'un qui fait du low bar, le high bar pourrait aider. Parce que dans le fond, high bar, front squat, on l'a expliqué dans les derniers podcasts, là, de toute façon, la position de la barre fait en sorte que tu vas être obligé de rester un petit peu plus droit au niveau du tronc. Puis ça, juste ça peut aider à, tu sais, comme à garder la synchronisation entre les hanches puis les genoux. Dans le fond, c'est comme plus facile un petit peu à sentir aussi. Mais ça t'oblige à rester droit. Surtout le front squat, parce qu'au front squat, si tes fesses lèvent en premier, tu vas te ramasser un peu en position de good morning encore, puis ce qui va arriver, c'est que ta barre va tomber par en avant, parce que là, il n'y a pas ton cou pour retenir la barre, c'est juste la barre qui va tomber dans le vide. Les coudes vont baisser vers le bas, puis c'est ça. Tu vas vraiment pas te sentir à l'aise de toute façon. Tu vas le sentir, fait que veux pas, tu vas être obligé d'être plus droit, puis indirectement, ça va probablement se transférer sur ton squat de compétition, puis tu vas avoir moins tendance à faire. Mais moi, c'était mon principal problème au début, là. Je sais pas si tu t'en rappelles, là. Non, tu t'en rappelles pas? Non. Ah, il s'en rappelle pas. Mais c'était vraiment ça, un de mes gros problèmes. Puis, front squat, personnellement, m'a beaucoup aidé. Je me concentrais plus, pour vrai, sur la contraction au niveau de mes fessiers, moi, personnellement. Puis le front squat a beaucoup aidé, drôlement, à ça, grâce à ça. Okay. Merci de ta passe de vie, Elodie. Tu t'en dis une autre aussi, une passe de vie? Vas-y. Là, Brian, je sais pas s'il y en a, vous le savez, mais il se prépare pour une compétition de bodybuilding, puis il y a eu vraiment un gros training tantôt, tu sais, ça. Ça, pour vrai, je pensais à ça tantôt, tu sais, vous allez juste le voir, tu sais, vous allez juste voir le résultat final, genre, quand il va être sur le stage puis tout. Mais genre, je suis comme la seule qui voit tout ce qu'il fait comme 24 heures sur 24, tous les efforts qu'il met, puis tu sais, il travaille vraiment fort au gym, puis c'est comme vraiment cool tout ce qu'il fait. Mais là, en ce moment, il a pas pris sa douche après le gym, puis il sent vraiment la merde depuis tantôt, là, ça fait 33 minutes qu'on parle, puis c'est vraiment dégueulasse. Bon, merci Elodie. Donc... Mais j'aime ça quand même, je trouve que c'est sexy. Bon, ok, merci Elodie. Parce qu'il travaille fort. Puis dernière variante aussi pour corriger le good morning squat, c'est simple, diminuez la charge sur votre barre et faites votre squat sans lever les fesses en premier. Donc, vraiment, faites des séries à 70%, des séries à 75% en sous-maximal en vous concentrant à ne jamais lever vos fesses en premier. Ouais. Troisième erreur technique qu'on voit, là, on est déjà rendu à 34 minutes, hein. Par chance que, en tout cas, parce que au mois de janvier, avant... il est vraiment fatiguant avec ça. Dis quelqu'un d'arrêter de se plaindre sur le temps, je suis plus capable. Au mois de janvier, on avait une version de podcast qu'on avait un maximum de temps qu'on pouvait faire de podcast par mois. Au mois de janvier, on a dépassé, donc pour publier le 16e épisode, il a fallu qu'on paye de l'argent supplémentaire. Donc là, maintenant, on a la version pro
pour faire des podcasts. Donc, on a temps illimité. Théoriquement, on pourrait en faire un à chaque semaine, puis on pourrait en faire un à chaque jour. Mais c'est ça. Fait que là, on est moins stressé par le temps. Hein. Non, t'es encore stressé par le temps. Je suis encore stressé par le temps. Bon, troisième erreur technique, c'est le nid valgus ou tout simplement les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Ouais. Il y a plusieurs causes, mais ça se corrige assez facilement. De façon générale, les études ont montré que ça arrivait surtout au niveau du sexe féminin. Ouais, ça, dans le fond, c'est carrément anatomique. Là. Souvent, ça va se passer au niveau du bassin, de l'articulation. Dans le fond, l'articulation du fémur dans le bassin, là, c'est carrément ça. Souvent, ça part de là, quoi. Non, mais t'expliquais ça vite, là. Ah, ok, mais je m'excuse, non, mais je veux pas rentrer dans les détails parce qu'honnêtement, tu peux pas changer ton anatomie. Fait qu'on s'en fout un peu. Non, on s'en fout pas. Mais tu sais, vous comprenez le principe, là. Je veux dire... C'est sûr que si c'est la cause, des fois, juste de jouer avec ta largeur de jambe, ça peut venir faire une implication différente. Fait que, tu sais, ça reste à voir, mais dans le sens, tu vas pas aller te faire opérer tes hanches. Mais bon, c'est ça. T'sais, souvent, ça va être de jouer avec la largeur de jambe, honnêtement, là. Si tu sens que tes genoux, des fois, il y en a qui vont se mettre vraiment large, là, leurs genoux vont automatiquement rentrer vers l'intérieur. Le fait de rapprocher un peu leurs pieds, ça va aider. Comme jouer avec leur stand, avec votre stand. J'ai ce problème-là, là, mes genoux rentrent vers l'intérieur, mais ça vient du fait que mes pieds sont super larges. Ouais. Donc, mais c'est pas si peu non plus. C'est pas si peu non plus, mais si je voudrais absolument éviter ce problème-là, quand je rapproche mes pieds, c'est sûr que moi, j'ai pas ce problème-là. Mais quand je squatte en compétition... puis j'ai lourd, oui, puis quand je commence à être fatigué, mettons des séries de 10 répétitions, oui, mes genoux commencent à rentrer vers l'intérieur, mais je le tolère, c'est pas si pire, là, honnêtement, là, mais tu sais, rendu à un certain niveau, c'est normal aussi qu'il y ait une petite déviation, là, je veux dire, tu sais, ça peut être normal, si on veut, là, je le fais entre guillemets, vous me voyez pas avec mes doigts, là, mais tu sais. Mais tu sais, comme... quand ça devient excessif, là, c'est vraiment problématique. Juste ce matin, j'avais une cliente, là, puis elle faisait du gobelet squat avec 20 livres, puis tu sais, c'était pas beaucoup, elle était capable de lever pas mal plus que 20 livres, mais juste avec 20 livres, elle avait automatiquement ses genoux qui rentraient vers l'intérieur. Fait que si ça, c'est votre cas, quand vous avez juste la barre, vos genoux rentrent vers l'intérieur, ben c'est peut-être jouer sur votre largeur de pied, ou sinon, souvent, ça peut être dû à une faiblesse au niveau des fessiers. Parce que je pense que c'est quand même assez rare que quelqu'un va être tout le temps incapable de squatter correctement sans que les genoux rentrent vers l'intérieur, juste parce que ça vient de son anatomie. Non, il y a tout le temps moyen de corriger un petit quelque chose. Comme il dit, ça peut être au niveau des fessiers qu'il y a une faiblesse. Là, tu t'en parlais d'un exercice, là, par exemple. Là, des fois, ça va être juste de faire, mettons, des fentes. Fente, ça va être excellent exercice parce que tu vas être en unilatéral, un petit peu plus instable au niveau du genou. Il va falloir que tu te concentres pour venir vraiment stabiliser ton genou, éviter qu'il rentre vers l'intérieur. Fait que ça, c'est un exercice. Mais on va en reparler de toute façon tantôt des exercices parce que c'est pas juste nécessairement les fessiers. Il y en a beaucoup, ça va venir de leurs pieds. Fait que, tu sais, souvent, ça, on l'entend souvent, tes genoux rentrent vers l'intérieur, c'est tes petits moyens fessiers. Mais pas nécessairement. Il y en a, oui, ça peut être ça, mais il y en a qui auront aucune proprioception si on va au niveau du pied ou un affaissement de l'arche plantaire, c'est-à-dire que leur arche au niveau du pied va être affaissée, là, quand même, ça le dit. On va dire qu'ils ont les pieds plats, là. Ouais, il y en a qui ont les pieds plats, il y en a qui ont pas nécessairement les pieds plats, mais ils ont pas, si on veut, la conscience que leur pied doit être stable au sol quand tu fais du squat. Fait comme on l'avait dit dans le premier podcast sur le squat, votre pied c'est un trépied, puis c'est important qu'il soit ancré dans le sol. Si t'as pas cet ancrage-là, souvent ce qui va arriver, par exemple, au squat, c'est que ton pied va rouler vers l'intérieur. Fait que si ton pied roule vers l'intérieur, le genou va suivre, puis ça va faire en sorte que ton genou va rentrer vers l'intérieur. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui regarde grossièrement le squat va dire lui ses genoux rentrent vers l'intérieur, c'est ses petits moyens fessiers, mais pas nécessairement. Faut aussi aller regarder au niveau du pied ce qui se passe. Fait que c'est pas juste anatomique, c'est pas juste les fessiers, ça peut aussi venir du pied, ça peut être un mélange des trois, ça peut être un mélange de deux. Fait que tu sais, c'est quand même multifactoriel parfois là. Exact. Aussi, dans le fond, on a parlé de la largeur des pieds, on a parlé de faiblesse au niveau des fessiers, on a parlé du pied. Des fois, ça peut juste être de dire à la personne pousse tes genoux vers l'extérieur ou aligner vers les orteils. Il y en a qui aiment pas ça parce qu'ils disent mais là, si tu pousses tes genoux vers l'extérieur, là, la personne va comme juste exagérer puis elle va se ramasser les genoux carrément en dehors du pied. T'sais. Mais ça coûte rien d'essayer. Non, souvent la personne, c'est juste qu'elle y pense pas, puis en y pensant, ben ça corrige automatiquement le mouvement. Des fois, il y en a qui juste mettent un élastique, une bande autour des genoux. Souvent, ça va les aider
à comprendre le mouvement qu'ils doivent faire. Fait que tu sais, les petites bandes élastiques que ben du monde utilise pour faire des fessiers, là. Mais tu sais... Des fois, ça a sa place. Des fois, ça a sa place. Là, on disait ça sur un ton un peu sarcastique, mais oui, des fois, ça a sa place. Puis là, comme on a déjà vu, le but, c'est pas de le mettre sur tous les exercices, là. Fait que si tu fais du tricep push-down, t'es pas obligé de mettre ta bande autour des ça, genoux, on l'avait déjà dit dans un podcast, c'est que à un moment donné, quand j'étais à l'université, j'étais en stage, puis un entraîneur, il y avait... la personne, elle avait faiblesse au niveau des fessiers, justement, puis il avait mis un élastique autour des genoux sur tous ses exercices. Fait que quand elle faisait du bicep curl, elle avait son élastique autour des genoux pour travailler ses fessiers en même temps. Fait que tu sais, à un moment donné, faut pas exagérer. Si tu peux faire tes warm-up de squat avec tu peux faire du goblet squat, tu peux faire du leg press, tu peux faire du hip thrust. Commencez pas à avoir vos élastiques au bench, mettons, là. Au bench, ouais, c'est ça. Donc c'est pas mal ça. En général, des exercices qui vont travailler les fessiers. Donc rapidement, mettons le X-Walk, vous pouvez le marquer sur Monster YouTube. Walk, moi, le Monster Walk, X-Walk, même Barbell Hip Thrust. Ouais. Ça peut être one leg. Unilatéral. Les fentes. Les élastiques. Toutes ces choses-là, ça va aider. Les élastiques, là, comme toi, là. Non, mais oui, il y a des exercices avec élastique. Mettons, si tu mets en unipodal, fait que sur un pied, puis tu peux mettre un élastique en dessous de ton pied qui est au sol, puis un autre, puis dans le fond, tu le roules autour de celui qui sera pas au sol, puis là, tu fais une abduction à la hanche sur un pied, mais là, ça devient compliqué un peu en podcast. En passant, je viens d'avoir un flash, là, notre podcast est trop long, parce que YouTube va lâcher, parce qu'on n'a plus de... Oh. Ceux qui ont... ouais, c'est ça, ceux qui sont sur YouTube, je pense que la vidéo va lâcher. Okay. Mais je pense que ça fait le tour de cette erreur technique-là. Si vous avez ça, ben c'est juste que votre production de force va être diminuée à long terme. Et le risque de blessure. Ouais. Finalement, le vrai sticking point. Au squat, théoriquement, biomécaniquement, vous êtes désavantagé à une certaine portion du mouvement qui est pas nécessairement la portion. Moi, au début, je pensais pas que c'était ça, c'est le vrai sticking point. C'est quand vous allez remonter, vous allez passer le parallèle. Puis un petit peu après avoir passé le parallèle, il est théoriquement là le sticking point. Donc si vous prenez l'angle, ça devrait être entre votre tibia puis votre fémur, l'angle devrait être à peu près de 120 degrés. Donc on est dépassé vraiment à 90 degrés. Puis sinon c'est peut-être dur à s'imaginer là, un peu vite. C'est 30 degrés en haut du parallèle. C'est ça. Donc théoriquement le vrai sticking point il devrait être là. Si votre forme elle casse pas, votre barre reste alignée avec votre milieu de pied en tout temps, vos genoux restent alignés avec vos orteils, votre pied votre poids de votre charge est réparti partout en dessous de votre pied, puis vous manquez votre squat à cette hauteur là. Là on parle d'un squat comme raw, là. Ouais, raw, donc je regarde rouler meilleur en anglais, sans équipement, juste mettons avec des knee sleeves ou pas rien d'autre. Si vous ratez votre squat là, ben souvent, si c'est plate à dire, mais juste faire plus de squat, ça va probablement augmenter vos résultats, puis votre squat va progresser quand même, parce qu'il y a pas de il y a pas de défaut technique théoriquement dans votre squat. Si vraiment tu fais un vrai ARM, tu peux pas éviter le sticking point. Par contre, une mentalité, si on veut, qu'on devrait adopter face au sticking point, c'est que dans tes trainings, peu importe ta charge, tu dois toujours te concentrer pour accélérer la charge le plus possible. Donc, c'est pas parce que tu fais du 75% puis qu'aujourd'hui tu trouves ça facile que faut que tu montes ta charge comme si de rien n'était. Tu sais, faut vraiment qu'à chaque répétition que tu fais, tu sois concentré comme il faut, puis que quand tu t'arrives pour remonter ta charge, tu montes le plus rapidement possible. Parce qu'après ça, quand tu vas arriver aux charges pesantes, ben tu vas être plus capable d'accélérer ta barre, puis si t'arrives avec une certaine vitesse à ton sticking point, ça va être plus facile de le passer par après, là. Donc, des fois, ça peut être utile de faire du squat avec des élastiques ou avec des chaînes, parce que justement, ça va vous apprendre à accélérer en passant votre sticking point.
Puis on dit des fois, commencez pas à utiliser des chaînes puis des élastiques à tous vos entraînements. Ça sera pas bénéfique. C'est une méthode plus avancée aussi. Fait que si vous êtes plus débutant dans le domaine, souvent, ce sera vraiment pas plus bénéfique d'ajouter ça tout de suite à vos entraînements, où il y a plein d'autres choses que vous pouvez travailler avant ça. Fait que ça, c'est vraiment une méthode avancée. T'sais, on avait déjà fait un article là-dessus, les cartes pour être sec. Fait que ça n'a pas rapport avec ça, mais c'est juste le fait que, tu sais, dans la vie, dans le monde de l'entraînement, c'est important de jouer une carte à la fois. Tu sais, tu peux pas arriver puis avoir un paquet de cartes, puis ça, c'est tous les aspects, si tu veux, que tu pourrais rajouter à ton entraînement pour t'améliorer, pour aider à passer un plateau. Ben, ces cartes-là, tu peux pas toutes les jouer en même temps, parce que après ça, un coup qu'ils vont être joués, ben, il te restera plus rien à faire. C'est ça. Puis, sinon, comme j'ai dit tantôt, pour aider avec le vrai sticking point, juste être capable de tolérer un petit peu plus de volume, faire un petit peu plus de volume graduellement, augmenter, ça va vous permettre de généralement augmenter votre squat à long terme. Puis si vous voulez aussi, vous pouvez essayer d'intégrer des chaînes ou des élastiques, ça peut aussi vous aider. Pendant, tu sais, c'est vraiment juste pendant une petite phase, puis pas trop souvent, tu sais, dans une même période de l'année, là, mettons. C'est maximum 3 semaines là-dessus. Là. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, Lydie? Non, je pense que c'est quand même complet. Ça conclut notre podcast qui a été assez long sur le squat. J'ai soif aussi. Ça conclut aussi nos 3 épisodes sur le squat. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas que si vous avez apprécié notre contenu, vous trouvez qu'on vous donne des valeurs puis que ça vous trouvez ça intéressant, partagez-le dans votre story ou parlez-en à un ami, ça nous ferait grandement plaisir. Le podcast grandit à chaque semaine. Aimez notre page Instagram, aimez notre page YouTube. On va commencer à mettre un petit peu plus de vidéos sur notre chaîne YouTube. Puis là, il est rendu 8h. 20h30, donc ça va être l'heure d'aller prendre notre marche. Ouais, une petite marche, après ça, une petite douche, hein? Une petite marche, après ça, une petite douche. Donc, merci d'avoir été avec nous, ça nous fait grandement plaisir de partager des connaissances avec vous. Puis merci, puis on va se revoir dans 2 semaines. À la prochaine. Dimor Performance.